Bullshit, il n'y a pas de classement objectif. Ça, le banger de la semaine, les gars, c'est la sortie les 3 meilleures factions du jeu. Et je vais vous argumenter ça, qui est une aberration totale dans ce détachement, parce que vous avez la possibilité tout simplement de lui mettre mon parti pris sur le Codex Eldar, c'est de dire qu'on a déjà une armée qui est très mobile, et j'ai pas nécessairement envie d'exploiter à outrance cet aspect-là du jeu. Heureusement que j'étais assis, parce que sinon je serais tombé à la renverse. Et salut à toi Seigneur de Guerre, bienvenue sur Creative Wargames, c'est Tourop, et aujourd'hui on va faire une petite plongée deep dans Warhammer 40 000. Il y a de l'actu, il y a de la nouveauté, il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses notamment aux égards de la méta du jeu. Les tendances commencent à changer et à se dessiner aussi assez fortement. On commence à décrypter un petit peu ce qui fonctionne en termes de liste, ce qui fonctionne en termes de codex, et on va l'aborder tous ensemble dans cette petite vidéo. Je vais aborder quelques autres petites thématiques, à savoir le banger. Je commencerai d'ailleurs en introduction par ça. Le banger de la semaine, les gars, c'est la sortie du teaser de Astartes 2 sur la chaîne YouTube de Warhammer. J'ai eu le plaisir de le découvrir dans les quelques minutes après qu'il a été posté. Pas très assidu avec cette chaîne YouTube, mais là je suis tombé dessus et heureusement que j'étais assis parce que sinon je serais tombé à la renverse sur les faits. Le teaser de Astartes 2 fait suite à la première mini-série YouTube qui avait été créée par un indépendant qui ensuite a été racheté, enfin a été récupéré dans le staff de Warhammer. Et c'était un banger. L'approche visuelle, cinématographique qui nous avait été proposée sur Astartes, je pense que tout le monde qui apprécie l'univers de Warhammer 40 000, c'était unanime. C'était unanime. Et ce qui était d'autant plus stylé, c'était que vous preniez un mec qui ne connaissait pas l'univers de Warhammer 40 000 et vous lui mettiez ça dans le cornet et vous disiez est-ce que ça serait pas un peu stylé cet univers? Et là, je dis oui. Effectivement. Et là, on nous balance un teaser, c'est-à-dire que on a la même touche graphique, on a la même approche visuelle, mais avec ce qui semble être des moyens bien plus colossaux, à savoir les moyens de Warhammer. Donc j'ai beaucoup d'espoir dans cette série. Malheureusement, ça n'arrive qu'en 2026. Triple fuck. La parenthèse est terminée. C'était ma petite intro pour vous dire que j'étais vraiment saucé par cette vidéo et je vous invite à aller la regarder sans plus attendre. On va parler un petit peu plus de jeu maintenant. On va parler du jeu de figurines. Hein. C'est de ça dont il s'agit. Vous êtes sur Creative Wargames, les gars. C'est de ça dont on parle. Je sais que vous êtes un jeune journaliste, mais enfin, je croyais quand même que cette information était parvenue jusqu'à vous. Je ne peux que vous inviter à rejoindre notre communauté très active de Wargamer Competitors sur Discord. Vous avez les liens. Venez les gars, venez sur notre Discord, on y est bien, il y a des salons dédiés à toutes les factions de Warhammer 40 000, ça échange, ça joue en stream sur TTS, voilà, il se passe plein de choses, il y a plus de 3100 personnes qui sont abonnées à notre Discord, et donc je ne peux que vous amener à nous rejoindre. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram sur lequel je poste du contenu un peu plus flex, un peu plus souple, un peu plus humoristique. Donc si vous aimez bien aussi la bullshitterie autour de Warhammer 40 000, c'est sur notre Instagram qu'il faut aller. Alors, je vous ai fait ma petite sélection, moi, aujourd'hui, de ce qui me semble être les 3 meilleures factions du jeu. Et je vais vous argumenter ça. Je trouve que sur ces dernières semaines de jeu, depuis qu'on a le Grotmass Detachment, etc., le classement méta dans son ensemble est très compliqué à réaliser, voire n'a que peu de valeur. Parce que on a un jeu qui est quand même globalement bien équilibré. On a, c'est vrai, un système un petit peu de pierre-feuille-ciseaux. Vous avez des factions avec des matchs positifs assez prononcés, des matchs négatifs assez prononcés. Ça, attention, c'est un travers parfois du jeu dans lequel il faut pas qu'on aille trop profond. Mais à un petit peu trop polariser les codex dans un système de gameplay très stéréotypé, on peut rentrer là-dedans. On n'y est pas quand même complètement, on a connu des versions où c'était très prononcé, mais là j'ai quand même l'impression que ça commence à se dessiner un petit peu plus. Les classements méta sont durs à faire parce qu'il y a plein de choses qui sont bien, parce qu'aujourd'hui le jeu, outre l'aspect stat check pur et dur, donne vraiment de la valeur et de la place aux skills de joueurs, à la capacité des joueurs à analyser le terrain,
à étudier la map, à comprendre les mécaniques adverses, à les anticiper, à gérer son secondaire, etc. etc. Donc le skill de jeu, en gros, sur une faction, va complètement dépendre d'un joueur à l'autre et c'est très dur de se prononcer. Un classement méta, quel qu'il soit, n'est pas objectif. Bullshit. Il n'y a pas de classement objectif. Vous pouvez avoir des supports, effectivement, qui peuvent être plus pertinents que d'autres pour évaluer, notamment le win rate. Mais encore une fois, c'est pas objectif parce que le win rate, ça va dépendre des tables sur lesquelles vous jouez, ça va dépendre du niveau de joueur avec lequel vous jouez. Enfin, il y a plein de facteurs qui seront jamais pris en compte dans un win rate. Donc, regardez le classement par win rate et dire c'est ces trois factions-là qui sont les plus fortes parce que c'est celles qui ont le plus tôt de victoire. Moi, je vous aurais tendance à vous dire c'est faux. Donc, j'observe pour ma part la méta et ce qui va donner, ce qui met, on va dire, de l'objectivité sur mon classement à mon niveau. Vous le prenez comme vous voulez depuis votre point de vue. Mais moi, ce qui met de l'objectivité dans mon classement, c'est le niveau des joueurs que j'affronte. C'est-à-dire que quand je vois tourner des codex, etc., etc., même si, on va dire, parfois, je peux affronter un joueur qui est moins expérimenté qu'un autre sur un codex, je suis capable de voir que, ouais, il y a un gros potentiel sur cette faction. Et donc, je vais pas nécessairement me rapporter au win rate de mon adversaire, mais plutôt regarder véritablement les outils stratégiques que propose ce codex. Et j'en arrive à la conclusion suivante, qu'actuellement, pour moi, il y a 3 codex qui sont vraiment très forts. Et je ne prends pas en compte le nouvel Astra Militarum ni le nouveau Aeldari parce que le nouveau Astra Militarum, moi j'ai pas encore eu l'occasion de le voir de le voir tourner sur la table. Et le nouvel Aeldari, c'est pareil, j'ai pas eu l'occasion encore de le voir tourner sur la table. Bien que je vais vous dire après ce que j'en pense par rapport à ce que je vous propose ici. Pour moi, aujourd'hui, les 3 meilleurs codex du jeu sont les suivants. Les Space Marines du Chaos et les Orcs. Voilà, je trouve que ces 3 factions-là sont vraiment très fortes. Il y a d'autres factions qui sont très fortes. Je pense au Cult Gensealer, que j'aime beaucoup. Je pense aux démons de Slaanesh, qui ont fait des résultats assez impressionnants sur certains tournois. Et il y a d'autres factions qui sont bonnes. Mais là, vraiment, pour moi, ces 3 codex-là, ils regroupent des outils stratégiques qui sont très efficaces. Les Space Marines, alors quand je dis Space Marines, c'est dans leur globalité. Hein, je target pas une faction, une autre, un détachement ou un autre. Ce qui en fait, d'ailleurs, ce qui donne encore un panel encore plus explosif à ce choix. Les Space Marines, que ce soit en Ultramarines, en Deathwatch ou en Blood Angel, qui pour moi sont les 3 meilleurs sous-factions à employer. Je les trouve vraiment très forts. On nous propose un énorme tanking sur ces factions-là, parce que vous avez des unités avec des bodies très résistants, il y a de l'invulnérable, il y a de la sauvegarde, etc. etc. Beaucoup d'infanterie aussi, hein, c'est quand même à mettre dans la balance. Beaucoup de mobilité. Parce que les factions que je vous cite, que ce soit les Ultramarines, les Deathwatch ou les Blood Angel, elles ont de la polyvalence sur votre façon de vous déplacer sur la table. Alors les Ultramarines, vous avez notamment Uriel Ventris qui vous donne les options de mettre des unités en Deep Strike et potentiellement sur certains détachements de Blink. Chez les Ultramarines, vous avez Marnus Calgar qui vous donne la possibilité d'advance et charge pour une unité pendant toute la partie. Enfin voilà, vous avez des vraies options de mobilité qui vous sont offertes. Chez la Deathwatch, chez la Deathwatch, pour un PC qui vous coûte rien si vous avez un Watchmaster, vous pouvez renvoyer 2 kill teams en réserve stratégique et les faire revenir en frappe en profondeur, même si elles n'ont pas la frappe en profondeur dans leur habilité. C'est juste insane. On parle d'unités à 270, 290 points qui sont capables de se replacer n'importe où sur la map, là où elles peuvent créer beaucoup de dégâts. Donc ça c'est ouf. Et les Blood Angel qui ont des unités tout simplement qui ont accès à des jetpacks et donc une mobilité accrue avec des mouvements de 12, que ce soit pour les Sanguinary Guard, que ce soit pour les intercesseurs d'assaut, etc., etc. Donc il y a de la mobilité, il y a du tanking et c'est allié avec une puissance de destruction qui fait partie des meilleurs du jeu, que ce soit en anti-char, en anti-infanterie, en anti-infanterie d'élite. Vous avez tous les outils que vous souhaitez sur le Codex Space Marine. C'est ce qui en fait véritablement un outil polyvalent et qui est fort dans tous les domaines que je vous ai cités. Le tanking, la mobilité, la puissance. C'est très dur de contrer les bulles de Space Marines. Il y en a pas mal, hein. Je vais pas vous les détailler dans cette vidéo. Mais on a les archétypes Ultramarines en Gladius, que moi j'adore. Honnêtement, je trouve que la Gladius est vraiment très bien. Je la mets d'ailleurs au-dessus de l'Iron Storm et je la mets au-dessus de la Stormlance. Même si la Stormlance, je pense qu'elle a un vrai intérêt sur certains choix. La Gladius, j'adore. Voilà, pour sa polyvalence technique. Je l'ai beaucoup joué la saison dernière, la Gladius, et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la jouer. Donc l'Ultramarine Gladius, pour moi, c'est un des meilleurs builds Space Marines qui est actuel. La Deathwatch,
Il y a peut-être même un monde où la Deathwatch est meilleure que la Gladius Ultramarine parce que vous avez des unités qui sont couteau suisse, parce que c'est des unités qui tirent et qui caquent très fort et qui ont une polyvalence de dingue. Vous avez peut-être un petit peu moins de résistance avec la Deathwatch par le choix de certaines entrées, notamment les kill teams, les Talon Strike ou alors les kill teams classiques. Vous avez certes de l'invulnérable, etc., etc. Mais voilà, ça reste des excellentes unités qui sont capables de détruire énormément de choses sur la table de jeu et surtout qui ont la possibilité de se replacer pendant toute la game. Ça, c'est vraiment fondamental pour le gameplay des Deathwatch et c'est ce qui, pour moi, fait vraiment la différence. Si vous enlevez ce stratagème-là du panel d'outils que possède la Deathwatch, je pense que ça sera toujours très fort, mais ça sera plus dans le top. Là, c'est vraiment insane. Et voilà, les Blood Angel, on a vu des nouveaux builds arriver avec le détachement Grotmass. Moi, j'ai pas eu l'occasion de les voir tourner, donc je me contenterai de commenter des résultats de tournoi. Donc, c'est jamais très évident d'être pertinent là-dessus. En tout cas, le Liberator Osso Group, j'ai eu l'occasion de le tester à de très nombreuses reprises. Il est très très fort, parce qu'il amène beaucoup de létalité sur ce codex. Voilà pour ce qui est des Space Marines. Les Space Marines du Chaos, les Space Marines du Chaos, je pense que ils sont très forts depuis le début de la version. On a vu plein de constructions listes différentes tout au long de l'édition. En format index, on avait les builds avec les grosses briques de Terminator, etc., etc. On a vu d'autres choses aussi. La Abaddon Death Star avec le Hell Brut, le Vindic, etc., etc. Ça a fonctionné très bien. Ensuite, on a eu le passage avec la CDC, hein, les Accursed avec le bloc de commandement, le bloc de cultistes maudits, le tout en Renegade Raider pour augmenter la pénétration d'armure, ces blocs d'infanterie qui mettaient beaucoup d'OC, qui étaient durs à tomber et qui étaient soutenus par des prédateurs derrière qui torpillaient comme des sourds. Voilà, ça on l'a beaucoup vu. C'est toujours d'actualité. Ces builds tournent encore, les builds massifs d'infanterie Space Marines du Chaos sont toujours d'actualité. On les a encore vus notamment sur la Ligue 1 de française. Mais ce qui là va mettre encore plus de panache dans cette armée, c'est le nouveau détachement Grotmass, le détachement de la création de build qui apporte une létalité accrue sur certaines unités ou un tanking accru sur certaines unités. Donc le Space Marines du Chaos, pour moi, c'est un codex qui propose de l'ultra agressivité. Pourquoi ? Parce qu'avec le build de création de build, vous allez pouvoir déployer des blocs de Chosen ou des blocs de possédés et gagner une Advance Charge pour les blocs de possédés. Donc vous allez pouvoir agresser sur plusieurs fronts en même temps, ce qui était un petit peu plus difficile avant parce que vous aviez que les Chosen qui avaient l'Advance Charge et donc vous n'aviez pas la possibilité nécessaire d'agresser sur 2 blocs. Et là, vous avez la possibilité maintenant d'agresser avec 10 Chosen et Fabius Bile et d'agresser avec 10 possédés. Et donc d'envoyer au visage de votre adversaire un deal très compliqué qui est le fait d'absorber ces unités et de pouvoir les encaisser. Donc il y a de l'ultra-agressivité dans ce codex, il y a de la résistance parce qu'on parle de possédés qui ont de l'invulnérable, qui ont 3 PV, qui sont durs à tomber et vous avez de la puissance de destruction. La puissance de destruction sur le build création de Bile, elle est limitée au CAC certes, mais elle fait vraiment très très mal avec la capacité de générer des devastating wounds, avec la capacité de mettre des -1 à la touche à votre adversaire, etc. Donc vous avez vraiment la possibilité d'asphyxier votre adversaire en lui disant tiens, démerde-toi avec ça, je vais te tabasser et en même temps tu vas devoir gérer mes 20-30 figurines de Chosen possédées. Et à côté de ça, je vais déployer tous mes petits outils, faire du secondaire, faire du primaire, etc., etc. C'est très, 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 très compliqué de dealer avec ce type d'armée parce qu'elles répondent très bien aux critères de la méta. Et notamment, elles contre vraiment bien les armées de tir qui sont pas nécessairement équipées pour détruire les profils de possédés et de chosen, à savoir de l'infanterie à 3 PV avec de l'invulnérable, c'est très compliqué, et surtout 10 grosses figurines dans ce sac de PV par unité. Voilà. Donc le Space Marine du Chaos, il est encore très bon dans les builds et les constructions listes qui étaient Grotmass Detachment, et maintenant avec création de build, on vient amener encore quelque chose de différent qui est l'ultra agressivité, et c'est très bon. Voilà. Et enfin,
Pour moi, le dernier codex qui rentre dans le top de mon classement, c'est le codex Orc. Honnêtement, alors déjà, l'Orc était très bon et je pense que l'Orc était sous-coté. Il y a très peu de joueurs qui jouaient la Dread Mob et la Dread Mob était très surprenante par sa létalité. Mais là, on vient pousser encore un curseur avec la Brigade Tactique. La Brigade Tactique, on va lier l'ultra-agressivité qu'on peut retrouver chez les Space Marines du Chaos avec une armée qui peut déclencher la WAG et advance ses charges dès le T1. T1, T2, voilà. Donc on a une ultra-agressivité avec des unités qui font très mal, hein. Les boys avec des warboss dedans, des beast boss et des beast naga en WAG, c'est compliqué à gérer. En plus de ça, vous avez maintenant une puissance de destruction au tir qui est rajoutée avec la brigade tactique, puisque vous avez la possibilité de donner des ordres, et donc de vous retrouver avec des tank busta qui touchent à 4, qui ont des relances, dans lesquelles on met des big mecs, enfin, qui vous balancent des tirs à dégâts 3, voilà, ça tire aussi bien que du Marines presque, et puis aussi, il y a une forme de tanking par le profil d'infanterie, qui sont pour les tank busta, pour les flash gits, des mecs en du 5 de PV, save à 4, qui peuvent souvent avoir une sauvegarde de couvert et qui finalement sont très durs à tomber. Voilà. Donc, on a moins de tanking sur le codex Orc qu'on va pouvoir retrouver sur les deux codex précédents. Le Space Marine, c'est le Space Marine du Chaos. Mais par contre, on a une ultra-agressivité qui est liée avec des vraies capacités à détruire au tir et au corps à corps. Et ça, c'est assez impressionnant à affronter. Une armée Orc bien manœuvrée, elle peut vous faire des dégâts hallucinants. Voilà. Comme je vous le dis, c'est pas parce que ces 3 codex pour moi sont les meilleurs que les autres ne sont pas bons. Je le répète encore une fois, il y a plein de bonnes choses. Je trouve que le Necron est super fort. Je trouve que le Cult Sealer est super fort. L'Adeptus Mechanicus est génial aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses à jouer. Le jeu est vraiment très cool. Et pour moi, ces 3 codex là, bien manœuvrés, ils sont très durs. Donc je serais pas étonné qu'on les voit de manière récurrente sur les podiums. Comme je vous ai dit, j'ai pas inclus dans ce classement l'Astra Militarum, qui je pense est toujours très forte. Et les Aeldari, honnêtement, je pense que les Aeldari vont rentrer dans le top 3 codex. Peut-être au détriment... alors, il n'y a pas de top 3 réel, mais dans les codex prédateurs, je pense que les Aeldari vont rentrer dans les codex prédateurs parce que c'est très bon. Et on va en parler très rapidement, puisque je vais vous proposer ma première liste Aeldari dans cette vidéo. Je vais vous la partager, je vais vous la débriefer un peu. Et je vais vous partager aussi ma première liste Necron. Voilà, c'est pour moi, les gars. C'est mes builds. Je suis très content de ça. Je l'ai beaucoup dit, notamment dans les sections de coaching, puisque je coach des joueurs débutants ou intermédiaires qui veulent aller en tournoi. Je leur ai dit, c'est pour moi mon gros point d'amélioration sur lequel je me suis pas porté, c'est le list building et le meta building. Je pense que c'est vraiment un aspect du jeu qui vous permet de level up très fortement. J'ai d'ailleurs développé certains outils avec l'intelligence artificielle pour avoir un gain de temps incroyable. Je vous ai fait une petite démonstration dans un live il n'y a pas si longtemps que ça. Je pourrais par la suite peut-être vous partager des choses, notamment sur les séances de coaching. Donc si ça vous intéresse, allez sur le Discord les gars. Et on va parler maintenant liste building. Alors, je vais vous partager dans un premier temps ma liste Necron les gars. Ma liste Necron, Star, Shatter, Arsenal. C'est l'objet de nombreux tests, hein. Je l'ai beaucoup joué, la liste Necron, Star Shatter, Arsenal. Dans ma liste, j'ai intégré le Roi Silencieux, qui est une aberration totale dans ce détachement, parce que vous avez la possibilité tout simplement de lui mettre un -1 dégâts. Donc déjà, ça rend ses statistiques de tanking brutes assez indécentes. En plus de ça, ce gars-là est très fort au tir. Il a du tir hors loss qui est très appréciable. Les 12 tirs hors loss, ça peut faire mal sur des petites unités, notamment d'Eldar, et j'y pense très fort, parce que pouvoir torpiller 5 dragons de feu derrière un mur avec 12 tirs, certes qui touchent à 4, mais avec la reroll des As, ça peut être très bien. D'être capable d'enlever 1, 2, voire peut-être un peu plus, ça peut être très bien. Donc le Roi Silencieux, il a un tanking incroyable, il met beaucoup d'OC sur les objectifs, et surtout ce qui est intéressant, c'est que lui, vous pouvez accepter le fait de vous faire cliquer au corps à corps. Parce que ce gars-là, il met des marmites au corps à corps, il vous met 12 attaques qui touchent à 2 en force 8 moins de 2, qui sont en plus létal hit. Donc déjà, votre adversaire ne peut pas se permettre de vous cliquer le roi avec des unités claquées au sol. Mais en plus de ça, lui, il peut se dire, je me mets sur l'objectif, viens au corps à corps, je vais continuer à tirer dessus. Ok, j'aurai -1 hit, mais de toute façon, je m'en tamponne parce que j'ai la reroll native. Et si t'es sur un objectif
et si je cible un objectif, en fait, bah, je vais quand même toucher à 2, puisque je vais avoir ma CT de tir à 2+, et je tire sur un mec qui est sur un objectif, donc en gros, je vais avoir -1 parce que je suis au corps à corps, mais +1 parce que tu es sur un objectif, donc je restais à 2+. Bref. À ces égards-là, le roi silencieux, il est vraiment incroyable. Il tire, il tape, et bah, le -1 dégâts, ça brise complètement certaines statistiques du jeu. Il y a des unités, il y a des armées qui ont vraiment beaucoup de mal à gérer le roi silencieux. Voilà. Le Technomancer, il est présent parce que il y a 6 spectres Canoptech. Je pense que c'est toujours une excellente unité. Elle a baissé en coup en point à la dernière data balance. Donc voilà, je vais pas faire l'apologie de cette unité qui est déjà très forte depuis très longtemps. Ça, c'est par contre, moi, ma petite construction de liste, elle tourne autour d'une unité que je trouve vraiment incroyable, et particulièrement en Starchatter Arsenal, c'est les Destroyers Scorpek. Voilà, les Destroyers Scorpek, honnêtement, si je pouvais en mettre plus, j'en mettrais plus. Au début, je jouais 2 blocs de 3. Maintenant, j'ai rajouté un Scorpek Lord et j'ai rajouté un bloc de 6. Pourquoi? Alors, moi, dans mon build, le Scorpek Lord, il va dans le pack de 3 et le pack de 6, il est indépendant. Le Scorpek Lord, il a la relique qui permet de désengager une unité à 6 pouces autour de lui et lui permettre de tirer. Parce que le Scorpek Lord et les 3 Destroyers, c'est une unité d'absorption qui me permet d'engager mes véhicules sur les objectifs et de dire à mon adversaire, bah, ok, viens me cliquer, je m'en branle, je me désengage, je tire, et le Scorpek Lord derrière désengage, tire et vient prendre la place de la Doomsday Ark notamment, et vient éclater les trucs au close. Sachant que le Scorpek Lord, les Destroyers Scorpek, ça tape au close. Le Scorpek Lord, il arrive, il te met un coup d'épaule, il te met de l'ABM et il tape à flat 3 et donc très très fort. Donc voilà, le Scorpek Lord dans un pack de 3 et après un bloc de 6 Destroyers. Pareil, c'est l'unité de second rideau qui permet en fait à l'armée d'engager le roi, d'engager les spectres. Et si votre adversaire vient vous rusher, allez tiens, tu manges tes 6 Destroyers Scorpek dans la gueule, vas-y, deal avec ça mon gars. Et ça déboîte. Les 6 Destroyers Scorpek, ça déboîte. Avec les 2 plasmacites, évidemment. Voilà, le petit X-Mark avec sa relique de -1 dégâts. Très intéressante à jouer. Je vais pas rentrer dans certains détails, moi, de l'optimisation de ma liste, parce que je veux garder le secret pour notamment les joueurs que j'affronte en tournoi. Mais voilà, le X-Mark, il est le noble, donc ça, tout le monde le sait. C'est très fort. Il a une petite Overwatch qui est sympa. Et puis, bah, il file sur -1 dégâts, donc ça fait plaisir. La barge de commandement, ça, encore une fois, moi, c'est vraiment un truc très personnel sur ma manière de jouer la faction. Je vais pas rentrer dans le détail ici. J'en parlerai parce que je vais probablement proposer en mars une première masterclass autour du codex Necron, une fois que j'aurai vraiment poussé le truc. La barge de commandement avec sa reroll des as à la touche à la blesse, comme peut proposer le roi, c'est un vrai must-have. Je garde un petit peu de mystère autour de ça. Imhotech, le plus un PC, c'est Bonnard. Les specs Canoptech, les Destroyers, j'en ai parlé. 5 dépeceurs, ça me paraît indispensable. Parce qu'une petite unité qui est capable de s'infiltrer et de mettre certains points de secondaire qui pourraient être ratés au T1, eh ben, les dépeceurs, ils font bien le taf. Et enfin, 2 Doomsday Ark, parce que bah, ça fait faire du petit lait à votre adversaire, même de l'huile d'olive. Et le Stalker, qui permet d'offrir un In-Your Cover, qui a un châssis qui est très très bonnard, parce que pour 110 points, vous avez 12 PV en 1 vue à 4. Et ça, ça tire, ça claque. C'est vraiment un bête de châssis. Voilà. Donc, c'est une bien belle armée. Là, pour l'instant, c'est ma version la plus aboutie de ma liste Starchatter. Je vous la partage. Profitez-en les gars, parce qu'il n'y a pas grand monde qui vous partagera ce type de réflexion actuelle sur les listes, parce que les gens veulent évidemment se garder ça pour les tournois, pour surprendre les adversaires, mais comme j'ai envie de reposer mon skill de jeu non pas sur le fait de surprendre mes adversaires, mais bien de masteriser l'emploi de mon armée sur une table de jeu, je me permets de vous le partager en vidéo. Voilà pour ce qui est de ma liste Necron. Et maintenant, je vais vous parler d'une petite liste Eldar sur laquelle je bosse. Alors, dans ma liste Eldar, je suis parti sur Lost Aspect. Il y a plein de bons détachements dans le codex Eldar. Le détachement Harlequin est peut-être probablement un des meilleurs, parce que il a certes un gameplay très polarisé, mais c'est difficile pour une armée qui se veut polyvalente pour aller en tournoi solo, de se construire sur le fait de contrer une armée Harlequin. Donc il se peut que l'Harlequin fasse très très mal en tournoi solo, parce que là où certains codex vont faire une recherche de polyvalence, l'Harlequin va ramener un gameplay très 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 spécifique. Et je pense que l'Harlequin, c'est pour le coup, et d'ailleurs je fais le comparatif avec les armées création de build, c'est des codex à 20-0. C'est des codex, c'est des listes pardon, qui sont capables vraiment de vous coller des gros culs, parce que ça agresse très fort. Donc je vais pas parler de l'Harlequin puisque c'est pas l'objet de ma liste, mais pour moi c'est un très bon point.
L'autre très bon détachement de ce codex, c'est le Warhost, donc l'host de guerre, hein, qui est l'ancien détachement index, voilà. Ce détachement Warhost, il offre une mobilité de dingue au codex. Vous avez du bonus en mouvement, vous avez du fire and fight, vous avez de quoi rentrer dans vos putains de véhicules après avoir tiré de plusieurs manières. C'est un détachement qui vient booster la mobilité de ce codex. Mon parti pris sur le codex Eldar, c'est de dire qu'on a déjà une armée qui est très mobile, et j'ai pas nécessairement envie d'exploiter à outrance cet aspect-là du jeu, mais j'ai plutôt envie de venir fiabiliser la létalité du codex. Donc c'est pour ça que je suis resté sur le host aspect, parce que pour moi c'est le détachement qui vous permet de fiabiliser la létalité avec certains outils. Le premier, c'est la règle de détachement qui va vous donner une reroll des as à la touche ou à la blesse, et grâce à une optimisation, vous allez pouvoir faire sur les deux, sur une unité, mais sur la reroll des as à la touche, la reroll des as à la blesse, donc c'est l'aura du roi silencieux, accessoirement. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est évidemment les stratagèmes, puisque vous avez la capacité d'ignorer tous les modificateurs de dégâts, de tir, de ceci, de cela. Donc ça, c'est un stratagème insane, notamment contre le Necron. Vous avez les stratagèmes qui vous permet de booster vos touches, de passer soit en touche soutenue, soit en touche fatale, soit en ignore cover. Et si vous n'avez pas claqué le petit token que vous avez dans les unités aspect, vous avez la possibilité de le mettre sur de mettre 2 bonus sur une unité. Donc ça, c'est vraiment très très fort. Et déjà c'est très bien, hein, c'est des bons stratagèmes. Après vous pouvez buffer aussi l'avatar, c'est peut-être plus anecdotique. Vous avez le tape en mourant, c'est plus anecdotique aussi. Et vous avez un excellent stratagème qui est le fait de réembarquer dans le transport. Donc pour moi vous avez 3 énormes sources de létalité que sont la règle d'armée, l'ignore modificateur au tir et le fait de passer des touches soutenues ou des touches létales sur notamment des packs de dragons, hein. Vous vous retrouvez avec ce qu'on jouait avant et sur les éradicators en fait, hein, ni plus ni moins. Donc voilà. Et vous avez derrière ça quelques outils indispensables, notamment le fait de tirer rembarquer. Sachant que dans ma liste, je vais pouvoir le faire 2 fois. Je vais pouvoir le faire une fois avec un stratagème. Et l'idée, c'est d'avoir un autarque dans le pack de Dark Reaper qui peut le faire gratuitement. Donc c'est pas un Fire and Fade parce qu'il se fait à la phase de combat. Et ce qui est encore plus intéressant potentiellement que le Fire and Fade, c'est que vous pouvez attendre, vous pouvez le faire à votre phase de combat, donc à la fin de votre tour, comme un Fire and Fade. Sauf que le Fire and Fade, c'est à la fin de votre phase de tir. Enfin, c'est après avoir tiré. Ou alors, vous pouvez le faire à la phase de combat adverse. Donc, vous pouvez potentiellement réembarquer votre unité au tour adverse, rebouger votre véhicule, redébarquer et réembarquer à votre tour. Donc, il y a vraiment des tricks de mouvement assez incroyables à faire avec ce détachement-là. Avec les autres aussi, hein, je dis pas le contraire. Mais là, il y a des trucs très très cool à faire. Quoi qu'il en soit, je suis véritablement parti sur le postulat de me dire, je vais fiabiliser ma létalité, je veux que mes unités, qui soient certes fragiles et mobiles, si elles sortent, elles éclatent un truc, il n'y a pas débat. Voilà. Donc, premier choix déjà dans la liste, c'est l'avatar. L'avatar qui peut être un choix discutable, je l'entends tout à fait. Parce que on peut récupérer 300 points dans la liste, et j'ai une version sans avatar que je ne vous présenterai pas. Je me la garde en réserve pour éventuellement des tournois. Mais la version avec avatar, l'avatar, c'est une bonne figurine pour tenir de l'OC. C'est un gros totem qui va concentrer l'attention de votre adversaire et qui permet, moi dans ma projection, hein, après c'est peut-être trop théorique et pas assez pratique, mais ça va permettre à votre adversaire de se concentrer sur comment je gère l'avatar, et derrière, il y a ma myriade d'unités qui va faire le job. Ensuite, on retrouve Fouegan. Alors Fouegan, c'est un énorme gangster ce type, parce qu'il vient augmenter la portée des dragons de feu. Et ça alors déjà il tape comme un sourd, il tire comme un sourd, mais donner plus 6 en portée à un pack de dragons de feu, pour moi c'est indispensable, parce que ça va être la grosse difficulté de cette unité de dragon de feu qui est incroyablement létale, ça va être de pouvoir toucher sa cible à portée. Et votre adversaire peut se prémunir assez facilement de fuseurs qui tirent à 12 pouces avec, on va dire, un débarquement à 3, un mouvement à 7, un token qui permet de mettre plus en mouvement et un tir à 12. Voilà, ça, on peut s'en prémunir. Donc, le pack d'Azurmen, il est bonnard. Et je mets quand même un autre pack de Fire Dragon. J'en parle juste après. J'ai mis... le pack de Fouegan, pardon. J'ai mis Azurmen avec 5 Deer Avenger. Ça, pour le coup, c'est un choix qui aussi, pour moi, peut être discutable. Parce que, est-ce que Azurmen avec 5 Deer Avenger apporte une vraie plus-value? Ou est-ce que je pourrais mettre d'autres unités? En tout cas, j'aime beaucoup Azurmen. C'est une figurine qui est très forte au tir au cac. Les Deer Avenger sont cool aussi. Donc voilà. Jenzar, qui ira évidemment en 5 Banshee. Donc là, on a un missile qui bouge...
qui se téléporte. Le truc se téléporte sur la map, et quand ça vous charge, ça vous décapite. Donc ça, c'est très très fort. Voilà, l'Autark, je vous en ai parlé, il va aller dans les Dark Reapers. L'Autark, je lui ai mis un lanceur Reaper évidemment. Et le Winsome, moi je sais plus quoi. J'ai plus le nom en français, mais en gros, vous avez les 2 bonus du détachement. Ensuite, 10 Storm Guardian. Ça, c'est mes petits gardiens de but qui vont conserver, qui stickent les objets et qui vont rester dans un premier temps dans ma zone et peut-être avancer dans le reste de la partie. Les Avengers, j'en ai parlé. Les Dark Reapers. Les Dark Reapers, pour moi, c'est un banger dans ce codex parce que ça tire à 48, parce que ça ignore tous les modificateurs, parce que avec l'Autark, vous êtes en reroll les as à la touche, reroll les as à la blesse. Et c'est de la force 10, PA-2, ignore cover, dégâts 3. Voilà. Merci. Merci. Si tu veux soulever des possédés, voilà, bah, t'as 10 Dark Reaper. Je pense que ça peut faire très mal un pack de possédés. Cette unité met énormément de pression. Les 2 packs de Fire Dragon, pour moi, il y a un pack de Fire Dragon qui va avec Fuegon et l'autre potentiellement sur la table, mais je le privilégierai en réserve de façon déjà à dire à mon adversaire: écoute gars, si tu veux lécher les bords de la map avec tes véhicules, oublie pas qu'il y a un moment, t'as 5 Fire Dragon qui vont te rentrer dans la gueule, et puis bah, pouvoir les placer aussi là où le joueur décide de polariser la game. Les 5 Banshees, vous en avez parlé avec Jenzar. Les Scorpions, bah écoutez, j'aime beaucoup les Rangers, mais j'avais des points à la fin que je sais pas comment dépenser, donc j'ai décidé de les mettre sur les Scorpions. C'est surtout l'histoire d'avoir une unité infiltrateur, c'est toujours intéressant. Les 2 blocs de Shroud Runner, bon, cette unité, je pense que vous allez la voir dans tous les builds Eldar, les blocs de Shroud Runner, parce que pour 80 points, vous avez une unité qui bouge de 14 et qui peut faire des actions. Voilà, tout simplement. Et donc, bah, ça vous permet de torpiller un missile, de prendre un Secure No Man's Land, de prendre un Extend Battle Line, de prendre un quart de table, d'aller faire une action dans la zone de déploiement ennemi, voilà, sans engager trop de ressources. Et accessoirement derrière, ça a du répondant et ça permet, lorsque ça tire sur une unité, de lui faire péter son cover. Donc ça peut être intéressant, possiblement pour les Avengers. C'est moins indispensable dans le host aspect parce que vous avez éventuellement un stratagème pour ça. Et bah, les Fire Dragon, ils tapent à PA-4. Donc ça peut être intéressant, ça peut être intéressant pour taper sur des châssis qui ont pas d'invulnérable, mais de la save à 2 avec le Fire Dragon, ça vous permet de dire je te tombe le cover et tu vas manger ta PA-4. Donc bon, ben voilà, on va t'ouvrir ton châssis, quoi que t'en penses, quoi que t'en dis. Et ensuite, 3 transports, un Falcon qui probablement va accueillir Fuegon et 5 dragons de feu. Et après, 2 serpents qui vont accueillir, alors pour l'un, l'Autark et les 10 Dark Reapers. Et pour l'autre, probablement Azurmen, ses 5 potes, et les Banshee et Jenzar. Voilà, probablement. À voir. Il y a de la mixité. Donc ça, c'est la liste que je vous propose. Je ne l'ai pas encore testé. Pour l'instant, je me suis basé sur le théorie. Je le teste bientôt. Petite aparté, mes amis, puisque j'ai testé cette liste, j'ai testé le Codex Eldar pour la première fois. C'est une armée sur laquelle j'ai pris énormément de plaisir à jouer, probablement le plus sur cette V10, honnêtement. Le gameplay est incroyable, l'armée est loin d'être un truc clé en main, je te roule dessus et tu peux rien faire, on est loin de cet Eldar de début de V10, on est quand même sur un codex qui a des outils incroyables. J'ai fait une partie géniale contre mon pote Kersey en Blood Angel, et évidemment, je vous l'ai débriefé, c'est déjà disponible sur la playlist Prime, donc n'attendez pas, rejoignez-nous, soit sur Tipeee, soit sur MyHobbyPlace en prenant vos affiliations. Si vous passez vos affiliations sur MyHobbyPlace, vous nous rejoignez sur Discord, vous postez votre numéro de commande dans le salon affilié, vous allez recevoir en MP la playlist. Voilà les amis, je vous laisse découvrir cette vidéo. 40 minutes de débrief sur tout ce qui s'est passé sur la partie, sur les interactions avec les manœuvres agiles, etc. etc. C'était vraiment génial. Allez, et alors, on reprend la vidéo. Je finirai cette vidéo en vous parlant un petit peu de la scène compétitive. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps qui a pas mal plu sur l'état de la compétition en France, pas l'état, mais on va dire présenter un petit peu l'environnement compétitif français, qui est souvent dépeint comme une communauté un peu toxique, et j'avais envie de désamorcer ça en expliquant tout le plaisir que je prends à aller en tournoi. Et j'aimerais rajouter un petit peu de profondeur à ces propos-là dans cette vidéo, puisque je vais vous parler de la saison compétitive qui arrive, notamment pour moi. L'année dernière, je vous ai beaucoup partagé mon aventure compétitive. L'année dernière, c'était ma vraie première saison compétitive. J'ai fait 5 GT. J'ai fait un petit tournoi solo, mais c'était pour me remettre dans le bain, un peu avec les copains, etc. J'ai fait des petits tournois solo sur un dimanche, mais qui sont pour moi plus des tournois training sur lesquels je vais tester des listes et des choses. Mais j'ai quand même beaucoup joué. J'ai beaucoup streamé, etc., etc. Donc c'était vraiment gros engagement de ma part sur le jeu. Cette année, je passe la seconde parce que je pense avoir atteint un niveau de jeu
qui devrait faire la différence sur cette saison. Donc, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, la table va parler pour moi. On verra. Rendez-vous. Premier tournoi le 22 février à Montpellier. Je serai à l'Octopoutre. J'étais l'année dernière. C'est un tournoi que j'ai beaucoup apprécié. Et donc, ça me tenait à cœur d'y retourner. Surtout que c'est à 1h30 de chez moi. Donc ça, c'est très cool. J'y vais avec mon poteau Kersé. Je vous dis pas ce que je vais jouer. Peut-être une des deux listes là. Peut-être pas. Peut-être que je vous ai gardé de la surprise. Donc voilà. En l'état, ça sera mon premier tournoi solo. Je vais jouer aussi cette saison sur le tournoi d'équipe. Je suis engagé avec l'équipe Bière et Pistache. On est sur la Ligue 2 Sud-Ouest. Et l'objectif, il est très clair. C'est tondre nos adversaires, faire des pullovers avec leurs cheveux et monter au play-off pour ensuite tondre les joueurs des playoffs, faire des écharpes parce qu'on aura déjà des pullovers et on sera équipé pour monter sur Paris pour la Ligue 1 puisqu'il fait froid là-bas. Et il nous faut donc des pullovers et des écharpes à cette occasion. Voilà, donc non, blague à part, on a pour objectif de monter au play-off, donc pour ça il va falloir qu'on charbonne très très fort, parce que pour l'instant on est 3e au classement de notre Ligue 2, mais je pense qu'honnêtement on a le potentiel pour faire un gros braquage sur la Ligue de retour, donc vous suivrez ça, la Ligue de retour qui est en avril de mémoire, voilà. Je participerai aussi à l'Open de PACA, nouveau tournoi qui est organisé cette année sur la région sud-est, un tournoi Golden Ticket, donc je serai au rendez-vous. Après pour le solo, je vais voir ce que je privilégie, on va voir comment ça se comporte comment je me comporte en termes de jeu sur Montpellier, et puis après je me planifierai le reste de ma saison. Voilà, au niveau des codex, bon, pour l'instant, je suis parti sur le Necron. L'Eldar me fait énormément d'œil. Et j'ai toujours l'Admech. Donc, c'est les 3 codex que je vais jouer. Enfin, les 2 codex, c'est Necron, Admech. C'est les 2 codex que je joue beaucoup en ce moment. Et je vais probablement rajouter l'Eldar à mon arc. Et puis voilà. Et puis je pense avoir fait le tour en fait. Je pense avoir fait le tour. J'espère que ça vous intéresse, tout ça, et que vous avez envie de me suivre sur les compétitions. Si c'est le cas, je vous balancerai un maximum de contenu. Tout ce petit contenu compétitif, évidemment, sur le débrief de tournoi, les retours d'expérience, etc. C'est du contenu que je réserve à mes soutiens, à la playlist Prime. Donc je vous invite à me rejoindre sur Tipeee, à nous soutenir sur MyHobbyPlace et à profiter de toutes ces vidéos. Il y en a déjà plus de 60 dont que vous pouvez croquer par les différents liens que je vous ai cités et qui sont dans la description de la vidéo. Et voilà. Écoutez les amis, je pense avoir fait le tour, je pense avoir tout dit. C'était court, c'était concis, c'était qualitatif, c'était tout. Vous étiez sur Creative Wargame et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne, of course.